Mais tout de suite, remontons le temps à la nage et plongeons dans l'histoire d'une passion. Pour moi, le nageur est un personnage romantique, parce qu'il se jette nu dans un élément qui est à mes yeux plein de mystères, l'eau. Il paraît si vulnérable quand il nage, dévêtu au-dessus de telles profondeurs. C'est le mélange de la nudité et du danger de l'inconnu, l'obscurité et l'étreinte de ce masseur noir. Il est 5 heures du matin, au large de Çanakkale, sur la côte turque. Même à cette heure matinale, le trafic maritime est intense sur les Dardanelles, l'ancien détroit de l'Hellespont, qui relie la mer Égée et la mer de Marmara et sépare l'Europe de l'Asie. Charles Sprawson a fait le voyage depuis Londres pour se retrouver sur ce bateau de pêche turc. Il est marchand d'art et écrivain. Mais ce n'est pas à ce titre qu'il est là au petit matin. Sprawson est venu pour traverser les Dardanelles à la nage. La traversée de l'Hellespont est le but de tous les nageurs hellénistes. À quelques kilomètres dans l'intérieur des terres se trouvent les ruines de la cité antique de Troie. C'est un lieu chargé d'associations mythiques. La côte nord, du côté européen, a été le théâtre de plusieurs batailles navales grecques. Tout le mystère de l'époque classique est là. Voilà pourquoi les hellénistes dont je suis ont été nombreux à vouloir le traverser à la nage. Quand je suis arrivé d'en haut en voiture ce matin, j'ai trouvé l'Hellespont beaucoup plus étroit que je ne l'imaginais. Surtout à l'endroit où le passage est le plus resserré. Et j'ai commencé à nager tout de suite vers l'autre rive. Je m'attendais à ce que ce soit facile. Au bout de 3 mètres, j'ai senti le courant qui me tirait vers la mer Égée. Si je ne m'étais pas accroché à un rocher, j'aurais été entraîné à des kilomètres. J'ai compris que ce serait plus dur que prévu. Le lendemain, j'ai repris le ferry et j'ai trouvé un bateau pour m'amener à un endroit où le détroit est beaucoup plus large. La traversée a été agitée et difficile, surtout les 200 derniers mètres. Le courant était rapide, il était déjà tard, et j'ai bien cru que je n'y arriverais pas. Charles Sprawson connaît bien les dangers des Dardanelles. C'est la 2e fois qu'il traverse à la nage ce détroit de légende. Dans le mythe grec de Héros et Léandre, c'est ici que le jeune homme s'est lancé à la nage dans le noir pour rejoindre sa belle. Une nuit, une tempête se leva et il fut englouti par les flots. Un tableau de Turner représente la scène. On y voit Héros agiter sa lampe sur la terrasse de sa demeure, tandis qu'en contrebas, la mer rejette sur les récifs le corps de son amoureux. Mes premières expériences de natation dans ma prime enfance
ont été très romantiques. Je nageais dans les rivières en Inde, des rivières aux eaux troubles, opaques, d'un vert profond. On n'en distinguait pas le fond. Je les contemplais aussi depuis les ponts quand nous les traversions en train. Dans le fracas du métal, je rêvais d'être en bas, dans l'eau. Puis mon père a été muté à Benghazi, sur la côte de l'Afrique du Nord. Non loin de là se trouvait l'antique cité grecque de Cyrène, aux ruines immergées sous les flots. Chaque année à Noël, nous y allions plonger et presque marcher entre les colonnades et les portiques. C'est cette expérience qui m'a fait associer la nage avec le monde antique. Le premier danger de l'Hellespont, ce sont ces courants incroyablement puissants sur les côtes. Ils peuvent vous emporter au loin dans la mer Égée. L'autre, ce sont les grandes profondeurs au milieu du détroit. Je nage toujours sur le côté en eau profonde parce que je ne supporte pas de voir l'abîme en dessous de moi. Les rayons du soleil y pénètrent sur 3 ou 4 mètres. Puis ce sont des ténèbres dont tout peut émerger. Le moindre carton oublié peut prendre entre deux eaux des formes fantasmagoriques. J'ai toujours eu la hantise des requins. Ils peuvent surgir à tout moment, n'importe où. Enfant, j'en faisais des cauchemars après avoir vu un tableau de Copley où un homme est attaqué par des requins dans le port de la Havane. Bien sûr, c'est l'eau en elle-même qui attire le nageur. C'est l'eau que Sprawson appelle le masseur noir. Elle nous invite sans cesse à échapper au quotidien, à rêver, tout simplement. Les photos de la New-Yorkaise Linda Troller évoquent cette sensualité et cette évasion. En général, les photographes essuient la buée qui se forme sur l'objectif. Moi, j'ai appris à n'y ménager qu'un petit trou et à laisser le monde se faufiler à travers.
J'aime bien le flou que cela donne à mes photos, cette impression de flottement. Dans mes voyages le long de la côte, je suis passée à la station thermale de Harbonne, où se pratique le massage sous l'eau et où l'on peut flotter dans les sources chaudes. Je trouve que celle-ci montre l'extase qu'on éprouve à flotter dans l'eau minérale, la joie de sentir qu'on ne fait qu'un avec l'humanité tout en étant bien dans sa tête. David Bayas raconte une vieille légende indienne. Les Indiens allaient au bord de l'eau qui était chaude, presque bouillante. Il aurait fallu y rester un bon moment, mais les Indiens en avaient peur et ils partaient en courant. Pour eux, c'était insupportable. Mais pour atteindre l'esprit, il faut tenir bon et rester dans l'eau. C'est comme les nageurs. Ils évoluent pendant des années dans cet espace liquide qui apporte beaucoup de plaisir, mais c'est aussi une discipline, un défi. C'est le côté sombre de l'eau. En flottant, on étend les bras, surtout dans l'eau chaude. On se sent libéré, on accepte cet espace. On a l'impression de voler dans l'eau. On flotte, on avance, comme en volant. Cette sensation efface toutes les autres. C'est l'essence même de la méditation. Et c'est l'eau qui vous permet d'y accéder. Plus tard dans ma vie, après avoir lu Shelley et Byron, j'ai pensé que le summum du romantisme, c'était de nager dans les eaux de la Méditerranée pour nouer des relations plus étroites, plus intimes avec le monde antique. Les poètes romantiques anglais, comme Lord Byron et Percy Bysshe Shelley, étaient venus sur les rives de la Méditerranée pour y faire l'expérience de la vie païenne. Byron, que les Vénitiens avaient surnommé le poisson anglais, était obsédé par le mythe de Léandre, par l'association des dangers de l'amour et de la nage nocturne. Chez Byron, une invitation à nager était une invitation à l'amour. Je me plonge dans la mer avec délice. Rien ne me donne autant de bonheur. Si je croyais à la réincarnation, j'imaginerais volontiers avoir été un triton dans une vie antérieure. Byron nagea un peu partout en Méditerranée. Ici, à Porto Venere par exemple. Ces grands poètes comme Shelley, Byron ou Swinburne étaient des exclus de la société de l'époque. Ils ont trouvé dans la natation un refuge. Pour eux, nager est devenu une drogue, comme l'opium pouvait l'être pour un toxicomane. Ils décrivaient leurs expériences comme des expéditions dans des pays lointains et inexplorés. Shelley s'est noyé au large de l'Italie. Quand son bateau a coulé, il n'a pas voulu remonter à la surface. C'est comme si les mouvements de la nage contrariaient son amour pour la mer et en atténuaient l'intensité. On a dit qu'il s'était laissé couler à pic, serrant contre lui un volume de Sophocle. Pendant son séjour à Eton, Shelley adorait la Tamise où il allait nager avec les garçons de son école.
La première société de natation d'Angleterre, formée par un groupe d'anciens d'Eton en 1828, peu après son départ, s'inspirait de la Grèce antique. Les philolutes sont ceux qui aiment l'eau, qui aiment se baigner. Et ceux-ci sont ceux qui aiment nager dans l'eau froide, l'hiver. Les nageurs les plus enthousiastes se faisaient appeler les psychrolutes, ceux qui aiment l'eau froide. Ils prirent pour devise le premier vers des Odes olympiques de Pindare, Ariston mène Oudor, l'eau est l'élément suprême. Un nageur ressemble à ça, et un non-nageur à ça. On considérait que c'était bon pour la santé. Et je suppose qu'à force de nager dans l'eau froide, en plein hiver, on devenait une sorte de champion, avec un corps d'athlète. Ils consignaient par écrit, en latin et en grec, les détails de leur traversée à la nage en Europe. À l'époque, à la place de tous ces roseaux, il y avait un petit chalet sur la rive. C'est de là que les garçons se jetaient à l'eau. La tradition classique était très forte à Eton. On y apprenait le grec et le latin, et on avait donné le nom d'Athènes aux rives de la Tamise. On y pratiquait la natation, dans un esprit très proche de celui de la Grèce ancienne. Pour les anciens Grecs, chaque goutte d'eau était précieuse. Les Grecs adoraient voir et entendre l'eau. Ils en faisaient couler partout, au bord des chemins ou dans les rigoles qui traversaient leurs gymnases, leurs stades, leurs théâtres et même leurs hôpitaux. Ils étaient convaincus que le spectacle et le bruit de l'eau pouvaient rendre aux malades la santé et la vitalité, et qu'elle favorisait l'introspection, comme dans le mythe de Narcisse. C'est dans la source de Castalie que l'oracle de Delphes puisait son inspiration. L'eau était indispensable au rituel. La prêtresse s'y lavait tous les matins et en buvait constamment. Les Grecs vénéraient les cours d'eau et les sources. Ils leur donnaient des noms de divinités et des mythes naissaient autour de leurs origines. J'ai vu l'Alphée dès mon premier voyage en Grèce. Je visitais le stade d'Olympie et il y avait tout près ce fleuve extraordinaire aux eaux abondantes en plein été, alors que tous les cours d'eau de Grèce étaient à sec. Je me suis déshabillé tout de suite et j'ai plongé. L'eau était encore profonde, ce qui était surprenant en Grèce à cette saison. Le courant était si fort qu'on y résistait difficilement. Puis, j'ai appris que c'est dans ce fleuve que se baignaient les athlètes grecs après leur entraînement. C'était un bain lustral, un rite purificateur pour se laver de la sueur évacuée pendant l'exercice physique. Pour eux, l'athlétisme n'était pas une compétition. De nos jours, ça ne fait aucun doute. Les nageurs les plus héroïques sont les marathoniens qui parcourent des kilomètres dans des eaux inconnues, au-dessus d'abîmes insondables.
Et la plus héroïque de tous est Lynn Cox. Ces traversées à la nage sont des actes politiques, plus que des compétitions sportives. Elle nage pour réunir des pays. Son exploit le plus célèbre est sa traversée du détroit de Bering, entre l'Alaska et la Russie, dans le but de rapprocher l'Amérique et la Russie, les deux superpuissances qui étaient en froid à l'époque. Elle a nagé dans le monde entier pour rassembler les peuples, toujours animés par ce fantastique idéal chevaleresque qui est le sien. En fait, quand je l'ai rencontrée, son courage et sa naïveté m'ont fait penser à Jeanne d'Arc. Lynn Cox adore l'eau froide. C'est une véritable psychrolute, comme on n'aurait pas osé en rêver à Eton. La traversée de l'Antarctique a été la plus traumatisante. Ça a été plus dur physiquement que tout ce que j'avais fait auparavant. J'étais en terrain inconnu. Je ne savais pas jusqu'où je pourrais pousser mon corps. J'ignorais en sautant dans l'eau si ça allait bien se passer. Dans une traversée, on ne sait jamais si on va arriver de l'autre côté ou s'il va falloir abandonner, être secouru. Mais là, je me demandais carrément si en sautant dans l'eau, je n'allais pas mourir. Elle a parcouru un 1000 marins dans une eau à 0 degré, une eau glacée. On pouvait s'attendre au pire. Le plus dur, ça a été d'arriver à respirer. En plongeant, je me suis retrouvée immergée dans une immense vague d'eau glacée. On n'aurait pas dit de l'eau en fait. C'était une masse visqueuse. J'avais l'impression de brasser de l'huile de moteur glacée. Je poussais et à chaque mouvement, je sentais une forte résistance, ce qui fait que j'avançais assez rapidement, mais au prix d'une grande dépense d'énergie. C'était incroyable. Cette ténacité, cette opiniâtreté est caractéristique des nageurs marathoniens. Il leur arrive de se frayer un passage entre les détritus et de traverser des nappes de pétrole. L'eau salée leur fait enfler la bouche et la langue. Et à l'arrivée, ils sont tout blancs et fripés. Ils ont des hallucinations. Et surtout, c'est un sport dangereux. À chaque tentative, ils risquent leur vie. Il y a eu beaucoup de morts. Ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous d'eux. Parfois, ce sont des kilomètres de fond. Contrairement à Charles Sprawson, le nageur de fond David Youdevine préfère ne pas penser aux créatures qui peuvent l'observer d'en dessous. So here we go. I'll launch myself. Il ne cherche pas à battre des records de vitesse, mais plutôt à faire des premières, des traversées que personne n'a tentées auparavant, comme celle du détroit de Tsugaru, qui se trouve entre les deux principales îles du Japon, Honshu et Hokkaido. Il a aussi été le nageur le plus âgé à franchir le détroit de Cook, en Nouvelle-Zélande. En 1978, je tentais une première.
celle de la traversée du chenal de Santa Barbara entre Anacapa et Ventura, en Californie. C'était le printemps, mais il faisait froid et il y avait du vent. J'étais dans l'eau depuis 9h30 et je touchais au but quand j'ai fait un arrêt cardiaque. J'ai coulé à pic. Mon cœur est resté à l'arrêt pendant 1h10. À l'hôpital, ils m'ont déclaré mort à l'arrivée. Mais comme j'étais en hypothermie, ça m'avait protégé. Ils sont arrivés à faire repartir mon cœur, mais je suis resté 24 heures dans le coma. On a annoncé à ma famille que je risquais de rester à l'état de légume. Quand je suis sorti du coma, j'ai demandé si j'avais terminé la traversée. Ils m'ont dit non, mais presque. J'ai fait une colère terrible. J'ai arraché tous mes tubes. J'étais fou furieux. Ils ont vu que j'allais bien. Yudovin lutta contre de terribles courants en traversant le détroit de la Sonde qui relie l'océan Indien et la mer de Java entre Java et Sumatra. Il était 10h34 si je me souviens bien. L'eau était à 30 degrés et je me suis fait piquer par des méduses, des pieds à la tête. Et pas n'importe quoi comme méduse. Il y avait entre autres une espèce qu'on appelle la galère portugaise, qui est très dangereuse pour l'homme. J'ai dû me faufiler à travers des nœuds de tentacules qui me piquaient sans arrêt. Et je ne savais pas exactement où j'allais aboutir à l'arrivée. De ce côté-là de l'île de Sumatra, il y a des zones marécageuses, couvertes de jungle, où on peut rencontrer des serpents d'eau ou des crocodiles. Ça a été une traversée passionnante. Finalement, on est tombé sur une plage et tout s'est bien passé. Pendant des générations, la Manche fut une barrière infranchissable entre l'Angleterre et le continent. En 1875, lorsque le capitaine Matthew Webb annonça son intention de la traverser à la nage de Douvres à Calais, on le prit pour un fou. Le 24 août, il s'élança, vêtu de soie rouge, depuis la jetée de l'Amirauté à Douvres, pour accomplir en 32 heures son exploit historique. Les passagers du Maid of Kent purent l'applaudir au passage. Jamais je n'oublierai le moment où l'équipage du paquebot s'est mis à jouer Rule Britannia. Ma gorge s'est serrée en entendant cette mélodie familière dans des circonstances aussi extraordinaires. J'ai senti que je devais me lancer et j'ai réussi. Le plus extraordinaire à propos de sa traversée de la Manche, c'est qu'à l'époque, on nageait très peu. Et en tout cas, personne n'avait jamais couvert une telle distance, plus de 30 km. En plus, il nageait la brasse, ce qui ne se fait plus du tout aujourd'hui. Traverser la Manche entièrement à la brasse, très peu de gens l'ont fait. C'est un exploit inouï. Tout comme les Dardanelles,